Lorsque nous pensons aux condamnés à mort, nous pensons à des personnes vraiment dangereuses qui ont commis les actes les plus brutaux. Mais que se passe-t-il lorsque les accusés sont de simples enfants qui ont ensuite commis des actes très sombres? Accrochez-vous, car ces enfants sont sur le point d'obtenir une justice instantanée dans la salle d'audience. C'est parti. Dexter Johnson. Lorsque l'on parle de jeunes dangereux qui ont été tués au tribunal, le cas de Dexter Johnson, 18 ans, est inévitablement évoqué. Bien qu'il n'ait pas été tué au sens propre du terme, il a été condamné à la peine de mort pour ses crimes effrayants. La condamnation à mort d'un adolescent est assez choquante, mais ce qui l'est encore plus, c'est sa réaction au verdict. Prenez place au centre de justice pénale du comté de Harris à Houston, au Texas, où se déroule la procédure judiciaire. Dexter Johnson, un schizophrène souffrant d'une déficience intellectuelle et de lésions cérébrales, venait d'avoir 18 ans lorsqu'il s'est lancé, avec sa bande de 5 personnes, dans une série de crimes qui a duré 1 mois en 2006, cambriolant et assassinant des gens, tuant 5 personnes au cours de cette période. Toutefois, ce qui a rendu l'affaire particulièrement remarquable, c'est l'implication de Johnson dans les meurtres de 2 adolescents. Maria Aparez, 23 ans, et Wee Ngo, 17 ans, étaient assis dans la voiture de Maria à l'extérieur du domicile de Ngo lorsque Johnson et sa bande ont fait irruption pour détourner le véhicule. Comme si cela ne suffisait pas, le gang a ensuite emmené le jeune couple dans un endroit isolé où Ngo a été agressé physiquement, tandis que Johnson a agressé sexuellement Maria. Une fois qu'il a eu fini, lui et un autre adolescent leur ont tiré dessus, les tuant tous les deux. Johnson et son gang ont finalement été arrêtés et inculpés d'homicide volontaire, de viol et de meurtre. Johnson a été reconnu coupable des charges retenues contre lui et a comparu au centre de justice pénale du comté de Harris pour sa condamnation. Cependant, le tribunal n'était pas préparé à ce qui allait se passer ce jour-là. Dès qu'il a été condamné à mort pour son crime, Johnson s'en est pris aux familles des victimes, et la salle d'audience a été plongée dans le chaos. Même la présence d'adjoints dans la salle d'audience n'a pas permis d'enrayer la scène dramatique qui s'y déroulait. Malgré toutes ces mises en scène, M. Johnson est resté dans le couloir de la mort jusqu'en août 2019, date à laquelle la Cour d'appel des États-Unis pour le 5e circuit a suspendu son exécution 1 jour avant la date prévue. Alors que Johnson était un adolescent handicapé intellectuel qui s'est déchaîné, notre prochain accusé était en parfaite santé lorsqu'il a orchestré et exécuté le meurtre d'un jeune de 15 ans. Michael Bargo Seth Jackson, 15 ans, a été entraîné dans un triangle amoureux impliquant son ex-petite amie et Michael Bargo, 18 ans. Il était loin de se douter que cela deviendrait violent, au point qu'il a fini par perdre la vie de la manière la plus brutale qui soit. Rendons-nous au tribunal du comté de Marion à Ocala, en Floride, où Bargo est sur le point d'être confronté à un karma instantané dans la salle d'audience. Seth Tyler Jackson était un adolescent ordinaire qui a commencé à fréquenter Amber Wright, 15 ans, pendant environ 3 mois. Cependant, il a commencé à soupçonner Wright de le tromper avec Michael Bargo, un adolescent violent. Le couple s'est séparé en mars 2011 mais s'est disputé sur Facebook, où Jackson et Wright étaient connus pour se lancer des mots. Michael Bargo, quant à lui, en voulait beaucoup à Jackson, estimant qu'il avait abusé de Wright. À un moment donné, il a même confronté Jackson à son domicile en disant « J'ai une balle avec ton nom dessus ». Le 17 avril 2011, Bargo a dit à son ami Kyle Hooper qu'il devait tuer Jackson. Bargo, Hooper, Wright et 2 autres adolescents, Justin Soto, 20 ans, et Charlie Ely, 18 ans, ont comploté pour attirer Jackson dans la caravane d'Ely et le tuer. Suivant le plan de Bargo, Wright a échangé des SMS avec Jackson ce soir-là, lui disant qu'elle voulait arranger les choses et lui demandant de la rejoindre à cet endroit. Fait révélateur, elle lui a demandé de garder leur rencontre secrète. Dès qu'il est entré dans la caravane d'Ely, les garçons ont attaqué Jackson et Bargo a commencé à lui tirer dessus avec son calibre 22. Bien que blessé, Jackson a réussi à sortir en titubant, mais Soto l'a plaqué dans la cour avant et l'a battu pendant que Bargo lui tirait d'autres balles. Bargo a finalement tué Jackson en lui tirant une balle dans le visage, puis a jeté le garçon sans vie, enveloppé dans un sac de couchage, dans un foyer en feu. Les restes ont ensuite été jetés dans une mare d'eau. Hooper a été le premier à avouer à sa mère, et les 5 adolescents ont été arrêtés et inculpés. Bargo a été considéré comme le meneur et a été inculpé de meurtre au 1er degré. Les 4 adolescents ont été condamnés à la prison à vie, bien qu'Ely ait plus tard gagné sa liberté après avoir conclu un accord qui lui a permis de sortir de prison après avoir purgé une peine de 10 ans. Pour son acte horrible, le destin de Bargo a été scellé dans la salle d'audience puisqu'il a été condamné à mort, devenant ainsi le plus jeune condamné à mort de Floride. En 2021, la Cour suprême a confirmé sa condamnation. Comme Bargo, notre prochain enfant a commis un crime effrayant qu'il finira par payer de sa vie. Sean Sellers.
Sean Sellers n'avait que 16 ans lorsqu'il a brutalement assassiné sa mère, son beau-père et l'employé d'une supérette. Sa raison? Il était possédé par un démon. Prenez place au tribunal de district du comté d'Oklahoma où Sean Sellers est sur le point d'être condamné pour ce crime effrayant. Tout commence le 8 septembre 1985, lorsque Sellers se rend à la supérette Circle K et demande une bière à Robert Bauer, un employé de 35 ans. Sous le coup de la colère, Sellers abat le vendeur, mais n'est pas désigné comme suspect. Jusqu'en mars 1986, date à laquelle il fait la une des journaux pour le meurtre de ses parents. Le 5 mars 1986, Sellers a tué sa mère et son beau-père, Vonda et Lee Belofato, alors qu'ils dormaient dans la chambre à coucher de leur maison d'Oklahoma City. Ne portant que des sous-vêtements pour limiter les éclaboussures de sang sur lui-même, il a d'abord tiré sur son beau-père. Le coup de feu a réveillé sa mère, qu'il a abattue d'une balle au visage. Sellers a tenté de dissimuler sa culpabilité en aménageant la scène du crime de manière à faire croire qu'un intrus avait commis les meurtres. Selon Sellers, il en voulait à sa mère parce qu'elle s'immisçait dans sa relation avec sa petite amie, qui avait abandonné ses études. Sellers, qui affirme avoir lu la Bible satanique d'Anton LaVey des centaines de fois entre l'âge de 15 et 16 ans, a déclaré avoir accompli un rituel occulte avant de tuer ses parents. Il a déclaré « Il n'y avait rien d'autre que de la haine froide en moi ». Il a été arrêté pour les meurtres de ses parents et en prison, il a avoué le meurtre de Bauer en 1985. Lors de son procès, Sellers, qui s'était converti au christianisme, a déclaré qu'il était un sataniste pratiquant à l'époque des meurtres et qu'il était possédé par un démon nommé Ezurat, qui le poussait à assassiner ses victimes. En deuxième année au lycée Putnam City North, Sellers buvait souvent son sang lors de rituels sataniques, apportait une Bible satanique en classe et parlait de démons qui volaient et l'influençaient. Dans son sang, il a écrit un jour « Je renonce à Dieu, je renonce au Christ, je ne servirai que Satan, à mes ennemis, la mort. » Ses avocats ont également fait valoir que Sellers était accro au jeu Dungeons & Dragons, qui implique des combats et des meurtres. Cependant, Sellers a rejeté son intérêt pour le jeu comme raison pour laquelle il a commis le crime. Le jury a refusé de prendre en compte l'une ou l'autre de ses affirmations, et Sellers a été reconnu coupable d'homicides multiples et condamné à mort en 1986. Le 4 février 1999, Sellers a été exécuté par injection létale au pénitencier d'État de l'Oklahoma, à McAlester, Oklahoma, à 12h17. Tout comme Sellers, notre prochain accusé a été condamné à mourir pour un crime horrible qu'il a commis. Cependant, son cas a pris une tournure plutôt bizarre. Austin Myers n'avait que 19 ans lorsque Timothy Mosley et lui ont décidé de voler et de poignarder sauvagement à mort un de leurs amis. Cependant, c'est Myers qui a été condamné à mort, bien qu'il ait retenu Mosley, qui brandissait le couteau. Prenez place au tribunal du comté de Warren, dans l'Ohio, où les détails effrayants de ce crime sont révélés et où Myers est sur le point d'être condamné pour son rôle dans ce crime. Justin Back, 18 ans, était ami avec Austin Myers. Tous deux fréquentaient le même collège et étaient des amis d'enfance en 7e et 8e année. Cependant, les choses ont mal tourné lorsque Myers a demandé à Timothy Mosley s'il voulait gagner de l'argent. Mosley était intéressé et les deux amis ont discuté de la possibilité de voler un trafiquant de drogue ou le beau-père de Back, Mark Cates. Myers a affirmé qu'il savait que Cates avait un coffre-fort contenant un total de 20 000 $ et une arme à feu laissée dans la maison familiale. Les deux garçons se sont ensuite rendus au domicile de Back avec l'intention de cambrioler le coffre-fort. Mais lorsqu'ils ont réalisé que Back était à la maison, ils ont décidé de ne pas le faire et ont plutôt prévu de s'en prendre à Back lors de leur prochaine tentative. En vue de leur tentative, les deux garçons ont acheté un câble d'acier d'une longueur de 3 pieds et 2 taquets de corde en métal qu'ils ont assemblés pour en faire un garrot. Le plan était d'étrangler Back et de faire croire que Back avait volé le coffre-fort et s'était enfui de la maison. Le matin du 28 janvier 2014, Myers et Mosley ont acheté des enzymes septiques, de l'ammoniac, du nettoyant pour fosses septiques et des gants en caoutchouc. Ils se sont ensuite rendus en voiture au domicile de Frederick Back, où ils sont arrivés vers 13 h. Le plan consistait pour Myers à distraire Frederick Back pendant que Mosley l'étranglait avec le garrot. Mosley s'est armé du garrot et d'un couteau de poche de 15 cm. Lorsqu'ils sont arrivés, Back les a fait entrer, puis Mosley a attaqué Back par derrière et a tenté de l'étrangler, tandis que Myers tenait Back par devant. Back s'est débattu contre eux et les trois hommes ont lutté, tombant tous sur le sol de la cuisine. Voyant que le plan d'étranglement de Back ne fonctionnait pas, Mosley, paniqué, a sorti son couteau et a poignardé Back par derrière. Myers a ensuite placé le garrot autour de la gorge de Back, tandis que Mosley l'a poignardé dans la poitrine, le tuant ainsi. Au total, Back a été poignardé 21 fois. Après la mort de Back, Mosley et Myers ont volé le coffre-fort,
tenté de nettoyer la scène du crime avec de l'ammoniac, puis enveloppé le corps de Back dans une couverture et l'ont abandonné derrière un champ. Le duo s'est ensuite rendu chez Mosley, où se trouvait le coffre-fort. Après l'avoir ouvert, ils ont découvert qu'au lieu des 20 000 $ promis par Myers, le coffre-fort contenait des documents administratifs, de la monnaie, des balles, des accessoires d'armes à feu et d'autres objets hétéroclites. Back a été porté disparu par ses parents, qui ont constaté que leur maison avait été cambriolée. L'enquête a désigné Myers comme suspect probable et, le 29 janvier, il a été conduit au poste de police de Clayton pour y être interrogé. Myers a nié être au courant de la disparition de Back ou du cambriolage de son domicile. Après l'interrogatoire, Myers a été ramené au domicile de Mosley et Mosley a été emmené au commissariat pour y être interrogé. Lorsque les inspecteurs ont fini de parler avec Mosley, celui-ci a également été ramené à son domicile. Sur la base de ce qu'ils ont appris, les inspecteurs ont demandé aux policiers de Clayton d'arrêter Mosley et Myers et de les ramener au poste. Les inspecteurs ont à nouveau interrogé Mosley, puis Myers. Myers a fini par admettre qu'il était présent lorsque Mosley a poignardé Back. Il a déclaré que lorsqu'il était allé voir Back le 28 janvier, il ne savait pas que Mosley allait tuer Back, ni pourquoi Mosley avait tué Back. Dans des cellules de détention adjacentes, Mosley a entendu Myers l'impliquer seul dans le meurtre. Lorsque les inspecteurs ont interrogé Mosley, il a avoué le crime, mais a impliqué Myers dans la planification du cambriolage. Après les aveux de Mosley, les inspecteurs ont de nouveau interrogé Myers, qui a changé d'avis. Le procès des deux garçons a retenu l'attention de tout le pays, d'autant plus que Mosley, qui a utilisé le couteau pour assassiner Back, a été condamné à une peine de prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, à la suite d'une négociation de peine. Myers, quant à lui, a supplié qu'on lui laisse la vie sauve. Malheureusement, il a été condamné à mort pour son rôle dans le crime, ce qui fait de lui le plus jeune détenu dans le couloir de la mort de l'Ohio à l'époque. Notre prochain accusé n'a peut-être pas été condamné à la peine de mort, mais ses multiples condamnations à l'emprisonnement à perpétuité ont été presque aussi efficaces que la peine de mort. Nicholas Cruz. Dans ce qui est considéré comme l'une des fusillades scolaires les plus tragiques de l'histoire des États-Unis, Nicholas Cruz est l'adolescent à l'origine de la fusillade du lycée de Parkland, qui a fait 17 morts et 17 blessés. Rendons-nous à la 17e cour de circuit judiciaire de Floride, où Cruz est sur le point d'être puni pour cet acte plutôt horrible. Nicholas Cruz était connu pour ses problèmes de comportement depuis l'école maternelle et a été transféré d'une école à l'autre 6 fois en 3 ans pour tenter de résoudre ses problèmes. En 2014, il a été transféré dans une école pour enfants souffrant de troubles émotionnels ou de difficultés d'apprentissage, mais il a alors menacé d'autres élèves. 2 ans plus tard, il a été transféré au lycée Stoneman Douglas, mais a été renvoyé en 2017 pour des raisons disciplinaires. Comme il ne pouvait pas être complètement expulsé du système scolaire du comté de Broward, il a été transféré dans un établissement alternatif. Même à cette époque, Cruz était une bombe à retardement, il menaçait constamment les autres élèves, publiait sur Snapchat des messages dans lesquels il se coupait les 2 bras et exprimait son désir d'acheter une arme à feu. Un agent scolaire a suggéré qu'il subisse un examen psychiatrique involontaire en vertu des dispositions de la loi Baker. 2 conseillers d'orientation ont accepté, mais pas un établissement psychiatrique. Dans leur évaluation, ils ont conclu qu'il présentait un faible risque de se faire du mal ou d'en faire à d'autres. Cette évaluation a été faite alors que les activités en ligne de Cruz étaient très inquiétantes. En fait, plusieurs commentaires troublants sur YouTube ont été liés à lui, dont l'un dit « Je veux mourir en me battant pour tuer des tonnes de gens ». Il a également idolâtré des tueurs de masse tristement célèbres comme les tireurs de Columbine, Seung-Hui Cho et Elliot Rodger. En février 2017, Cruz a acheté légalement un fusil semi-automatique de type AR-15 dans un magasin d'armes de Coral Springs après avoir passé la vérification des antécédents requises. Cependant, ce n'est que le 14 février 2018 qu'il a commis la fusillade mortelle. Ce jour-là, Cruz a ouvert le feu sur les élèves et le personnel du lycée Marjorie Stoneman Douglas, tuant 17 personnes et en blessant 17 autres. Il a ensuite fui les lieux à pied en se fondant dans la masse des autres élèves, mais a été arrêté sans incident environ 1 heure et 20 minutes plus tard. Selon lui, il a commis la fusillade le jour de la Saint-Valentin parce qu'il pensait que personne ne l'aimait. Le 7 mars 2018, un grand jury a inculpé Cruz pour un total de 34 chefs d'accusation. 17 chefs d'accusation de meurtre au premier degré et 17 chefs d'accusation de tentative de meurtre au premier degré. Il a été traduit en justice le 13 mars et l'accusation a fait part de son intention de requérir la peine de mort. Le 20 octobre 2021, Cruz a plaidé coupable de tous les chefs d'accusation, y compris de meurtre et de tentative de meurtre, et le 2 novembre 2022, Cruz a été condamné à 34 peines de prison, à perpétuité consécutive, sans possibilité de libération conditionnelle, une peine qui était aussi bonne que sa condamnation à mort. Peyton Gendron.
Peyton Gendron n'avait que 18 ans lorsqu'il a orchestré la fusillade de Buffalo, en mai 2022, qui a entraîné la mort de 10 Noirs. Sa raison? Il avait des opinions suprémacistes blanches et voulait éliminer les Noirs. Notre dernière affaire se déroule au tribunal du comté d'Erie, à Buffalo, dans l'État de New York, où Gendron est sur le point d'être condamné pour la fusillade. Découvrons le verdict qui signifierait la fin de la vie de Gendron. Peyton S. Gendron était un adolescent habituellement calme, décrit par ceux qui le connaissaient comme un solitaire qui assistait rarement aux cours en personne et qui avait même plusieurs comportements bizarres, y compris le port d'une combinaison de protection pour aller en classe. Gendron était un suprémaciste blanc et avait même fait des recherches sur les attaques et les fusillades motivées par la haine avant de passer à l'acte. Avant la fusillade, Gendron aurait écrit et publié en ligne un manifeste de 180 pages sur Google Doc, ainsi que son journal intime en ligne de 673 pages qui témoignait de ses opinions antisémites et suprématistes. Il a même exprimé son soutien aux tireurs d'extrême droite Dylan Roof et Brenton Tarrant. Gendron a également ciblé Buffalo, parce que c'était la ville la plus proche de son domicile qui comptait le plus grand nombre de résidents noirs. Le 14 mai 2022, Gendron s'est rendu au supermarché Tops sur Jefferson Avenue, armé d'un fusil Bushmaster XM15 de type AR-15, illégalement modifié pour accepter des chargeurs de grande capacité. Il portait un gilet pare-balles, un casque militaire et une caméra montée sur la tête, grâce à laquelle il a diffusé son attaque en direct sur le service en ligne Twitch. Il a d'abord tiré sur 4 personnes dans le parking, en tuant 3, avant d'entrer dans le supermarché et d'ouvrir le feu sur les clients. Une fois qu'il a terminé, Gendron se rend à l'avant du bâtiment, où des agents de patrouille parviennent à le convaincre de déposer son arme après qu'il ait apparemment voulu se suicider. Il a été arrêté, mais le mal était fait. 10 Afro-Américains sont morts et 3 autres ont été blessés. Le 28 novembre 2022, Gendron a plaidé coupable de 15 chefs d'accusation au niveau de l'État. 10 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, 3 chefs d'accusation de tentative de meurtre motivée par la haine, possession d'armes criminelles et terrorisme domestique motivé par la haine. Le 15 février 2023, il s'est vu refuser le statut de jeune délinquant et a été condamné à 11 peines de prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle plus 90 ans. Son procès fédéral est prévu pour le 8 septembre 2025 et le ministère de la Justice a annoncé qu'il demanderait la peine de mort. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur les enfants dangereux tués au tribunal. Pour d'autres vidéos passionnantes comme celle-ci, cliquez sur les cartes qui s'affichent sur votre écran pour en savoir plus et nous vous attendons. Un enfant a tué sa mère simplement parce qu'elle commençait à l'énerver. Un autre adolescent, qui détestait tout simplement les lundis, a pris son cadeau d'anniversaire, l'a équipé d'une lunette de visée et s'est livré à un carnage dans l'école primaire voisine. Si vous retenez quelque chose de cette vidéo, que ce soit ceci, le mal n'a pas d'âge. Ces enfants ont une chose en commun. Ils ont été condamnés à perpétuité. Tout d'abord, nous nous rendons au tribunal du comté de Waukesha, où Morgan Geyser et Anissa Weier sont accusés de tentative d'homicide volontaire au premier degré et de tentative d'homicide au second degré. En 2014, un crime effrayant a choqué la petite ville de Waukesha, dans le Wisconsin. 2 jeunes filles de 12 ans, Morgan Geyser et Anissa Weier, ont attiré leur camarade de classe Peyton Leutner dans les bois et l'ont poignardé à 19 reprises. Leur motif? Apaiser le personnage d'horreur fictif, Slender Man. Au tribunal, Anissa a décrit leur plan. Morgan Geyser, aujourd'hui âgé de 15 ans, a comparu devant le tribunal en 2017. Lorsque le juge Michael Boren lui a demandé de raconter les événements de cette journée, elle a fondu en larmes. Les mains tremblantes et les yeux remplis de larmes, Morgan a décrit comment elle a plaqué et poignardé son ami à plusieurs reprises. Elle raconte, la voix brisée. Lorsqu'on lui a demandé combien de fois elle l'avait fait, elle a répondu « 19 ». Les enquêteurs ont révélé qu'après l'attaque brutale, Geyser et Weier ont laissé Peyton en sang dans les bois. Par miracle, Peyton a survécu en rampant jusqu'à une route voisine, où un cycliste l'a trouvé. La procédure judiciaire a révélé la profondeur des délires des jeunes filles. Elles pensaient qu'elles devaient tuer Peyton pour devenir les mandataires de Slender Man et protéger leur famille. Slender Man, un personnage né d'une histoire d'horreur en ligne, s'était emparé de leurs jeunes esprits d'une manière terrifiante. Slender Man est apparu en 2009 à la suite d'une publication en ligne sous la forme d'un être mystérieux. Des passionnés ont commencé à modifier son image dans des scènes de la vie quotidienne, montrant souvent des enfants en train de jouer. Slender Man est généralement représenté comme une grande silhouette arachnéenne, vêtue d'un costume noir et dont le visage blanc est dépourvu de traits. Ses adeptes le considèrent soit comme une force maléfique, soit comme un ange vengeur. Les avocats de Morgan Geyser ont soutenu devant le tribunal qu'elle souffrait de schizophrénie et d'un trouble psychotique, des affections qui la rendent sujette au délire et aux croyances paranoïaques.
Un psychiatre a déclaré que Madame Geyser croyait pouvoir communiquer par télépathie avec Slenderman et prétendait voir et entendre d'autres personnages de fiction, notamment des licornes et des personnages des séries Harry Potter et Teenage Mutant Ninja Turtles. Elle croyait également qu'elle possédait un contrôle mental vulcain. Lors de l'audience de plaidoirie, Morgan Geyser a plaidé coupable de tentative d'homicide volontaire au premier degré, mais n'a pas été condamnée à une peine de prison. Au lieu de cela, elle restera dans un hôpital psychiatrique dans le cadre de son accord de plaidoyer. Sa co-accusée, Anissa Weier, a également reconnu son rôle et doit purger une peine d'au moins 3 ans dans un établissement psychiatrique. La famille de Peyton Leutner a publié une déclaration dans laquelle elle exprime son soulagement que l'affaire n'ait pas été portée devant les tribunaux. Elle a qualifié Peyton de survivante héroïque, soulignant qu'elle n'est plus une victime. Si vous pensez que 2 enfants tuant leur ami à cause d'un personnage de fiction est la pire chose que vous puissiez entendre, vous vous trompez. Vous vous trompez, car il y a des choses encore plus horribles. Notre prochain enfant s'est lancé dans une fusillade juste parce qu'elle détestait les lundis. Nous sommes à la Cour supérieure de Santa Ana, où Brenda Spencer est inculpée en tant qu'adulte et a plaidé coupable à 2 chefs d'accusation de meurtre et d'agression avec une arme mortelle pour la fusillade de 1989 à l'école primaire Cleveland de San Diego, en Californie. Le 29 janvier 1979, Brenda Spencer, 16 ans, armée du fusil et de la lunette que son père lui avait offerts à Noël, a commencé à tirer sur les élèves qui se rendaient à l'école primaire située juste en face de chez elle, sur Lake Atlin Avenue. Parmi ses victimes se trouvait le principal Burton Ragg, qui a été tué en essayant de protéger les enfants. Spencer a tiré 36 balles au total, touchant 11 personnes, 8 enfants et 3 adultes. Tragiquement, le principal Ragg et le gardien Mike Suchar ont perdu la vie, tandis que les autres, dont l'officier de police de San Diego Robert Robb, ont survécu à leurs blessures. La fusillade a duré environ 20 minutes, au cours desquelles Spencer a tristement déclaré à un journaliste par téléphone qu'elle avait tiré parce que je n'aime pas les lundis. J'ai fait ça parce que c'est un moyen de se remonter le moral. Cette remarque désinvolte a inspiré plus tard le tube I Don't Like Mondays du groupe de rock irlandais The Boomtown Rats. L'ancien avocat de Spencer l'a décrite comme une adolescente perturbée, issue d'un foyer brisé, souffrant d'un père violent, consommant de la drogue et profondément hostile aux autorités et à la société en général. L'affrontement avec le SWAT a duré plus de 6 heures, au cours desquelles les agents ont découvert environ 200 munitions non utilisées dans sa maison. La salle d'audience était bondée, l'atmosphère lourde d'anticipation et le poids des 2 vies perdues et des autres blessés irrémédiablement modifiés. Le fusil, les cartouches usagées, les récits des témoins oculaires et les paroles incriminantes de Spencer pendant le siège. L'accusation a soutenu qu'il s'agissait d'un acte délibéré, d'une décision calculée visant à provoquer le mal et le chaos. Au fil du procès, l'accusation a démonté les arguments de la défense, soulignant la gravité du crime et la nécessité de rendre justice aux victimes et à leurs familles. Elle a fait valoir que, indépendamment de son âge ou de sa santé mentale, Spencer savait distinguer le bien du mal et a choisi de commettre une atrocité. La défense, quant à elle, a continué à insister sur le passé trouble de Spencer, sur son absence d'intention de tuer et sur son besoin d'aide psychiatrique. Elle a fait valoir que la prison à vie serait une peine injuste pour une jeune fille qui avait été déçue par les adultes qui étaient censés la protéger. De condamner Brenda Spencer à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle ou d'envisager la possibilité d'une réhabilitation. Le public était divisé sur la question de savoir ce que devait être la justice pour Brenda Spencer. Elle a été condamnée à la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle au bout de 25 ans. Spencer a très peu réagi à sa condamnation. Mais lors d'entretiens ultérieurs, elle a déclaré qu'elle avait perdu connaissance pendant toute la durée de la fusillade. Alors que Spencer attribue le meurtre à la drogue et à l'alcool, notre prochain cas concerne un enfant qui en a eu assez que sa mère le frappe et qui a décidé d'en finir avec elle, de façon permanente. Nous entrons ensuite dans le tribunal de Volusia, en Floride, où Gregory Ramos, 17 ans, a plaidé coupable de meurtre au premier degré, d'abus sur un cadavre et de falsification de preuves dans le cadre du décès de sa mère, Gail Clevenger. Le 2 novembre 2018, Gregory Ramos, 15 ans, s'est disputé avec sa mère, Gail Clevenger, au sujet de ses notes à l'école. La dispute a dégénéré, conduisant Ramos à l'étrangler à mort. Après le meurtre, l'adolescent de Floride a appelé 2 de ses amis pour qu'ils l'aident à enterrer le corps de sa mère et à organiser un cambriolage dans leur maison. Ramos a ensuite appelé le 911, affirmant qu'il était rentré chez lui pour découvrir que la maison avait été cambriolée et que sa mère avait disparu, bien que sa camionnette soit toujours en marche dans l'allée. Cependant, les inspecteurs ont rapidement remarqué des incohérences dans les récits de Ramos et de ses amis. Interrogé par la police, Ramos a fini par avouer le crime, révélant la vérité choquante derrière la mort de sa mère.
Après avoir d'abord nié son implication, Gregory Ramos a soudainement craqué et a commencé à révéler le véritable déroulement des événements aux inspecteurs. Puis, d'une manière extrêmement calme, Ramos a poursuivi en décrivant comment il avait déposé la brouette dans un endroit quelconque, avant de retourner à l'église où il a commencé à creuser un trou pour se débarrasser du corps en décomposition de sa mère. Il a insisté auprès des inspecteurs sur le fait que son crime était un acte impulsif, motivé par le fait d'avoir été battu à mort. En décembre 2020, Ramos a plaidé coupable de meurtre au premier degré, d'abus de cadavres et de falsification de preuves. Au cours de la cérémonie, les membres de la famille ont prononcé l'éloge funèbre de sa mère. Mais c'est ce qu'a fait sa grand-mère pendant la cérémonie qui nous a fait fondre. Le mois suivant, en janvier 2021, le jeune homme de 17 ans a été condamné à 45 ans de prison, la peine devant être réexaminée au bout de 25 ans en raison de son statut de mineur au moment de la condamnation. Malgré son comportement froid et apparemment sans remords lors de ses premiers aveux, l'avocat de Ramos, Matthew Phillips, a déclaré au cours de la procédure judiciaire « He is extremely remorseful and he regrets his actions ». Bien que Greg Ramos ait eu des remords et ait affirmé qu'il avait agi sur le moment, notre prochain enfant voulait simplement tuer des gens pour le plaisir. En septembre 1998, Kip Kinkel a été inculpé de 4 chefs d'accusation de meurtre aggravé et de 26 chefs d'accusation de tentative de meurtre aggravé. En septembre 1998, Kip Kinkel a avoué les meurtres brutaux de ses parents le 20 mai 1998. Le lendemain, il est entré dans la cafétéria du lycée Thurston et a ouvert le feu avec un fusil semi-automatique, tirant 50 balles. L'attaque a entraîné la mort de 2 élèves, Ben Walker, 16 ans, et Michael Nicholson, 17 ans, et 25 autres personnes ont été blessées. Kinkel a été inculpé de 4 chefs d'accusation pour meurtre aggravé et de 26 chefs d'accusation pour tentative de meurtre aggravé, ce qui inclut les étudiants blessés et l'agression d'un inspecteur de police qui a suivi. Au cours de l'interrogatoire qui a suivi, Kip Kinkel a sangloté et a déclaré qu'il n'avait pas d'autre choix. En novembre 1999, Kip Kinkel a fait l'objet d'une audience de 6 jours qui devait déterminer son sort pour les actes horribles qu'il avait commis en mai 1998. L'audience, qui s'est tenue au tribunal itinérant du comté de Lane, a été présidée par le juge Jack Mattison et a donné lieu à un examen approfondi des crimes de Kinkel, de sa santé mentale et de l'impact profond sur les victimes et leurs familles. Au cours de la procédure, les enquêteurs et les témoins oculaires ont raconté les détails effrayants du carnage de Kinkel. La salle d'audience a également été le théâtre de débats sur la santé mentale de Kinkel. Les avocats de la défense ont soutenu que Kinkel, qui avait 15 ans au moment des faits, souffrait d'une grave maladie mentale. Ils ont présenté des témoignages d'experts suggérant que ces actes étaient motivés par la psychose et la paranoïa, conditions qui devraient être prises en compte dans la détermination de sa peine. Cependant, l'accusation a répliqué en présentant clairement la nature calculée des crimes de Kinkel. Elle a insisté sur le caractère prémédité des meurtres de ses parents et de la fusillade de l'école, arguant que l'état mental de Kinkel ne l'exonérait pas de la responsabilité de ses actes. L'audience a également permis aux victimes et à leurs familles de partager leur angoisse et leur chagrin. Des déclarations déchirantes ont décrit la douleur et la perte qu'ils ont subie, soulignant l'impact profond et durable de la violence de Kinkel sur la communauté. Lorsque le juge Mattison a prononcé la sentence, la salle d'audience était tendue. Kinkel a été condamné à plus de 111 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle. Cette peine reflète la gravité de ses crimes et la détermination du juge à ne jamais laisser Kinkel réintégrer la société. La réaction de Kinkel à sa condamnation à la réclusion à perpétuité était empreinte d'une détresse visible. Tout au long de l'audience, il est resté silencieux, montrant parfois des signes de tension émotionnelle. À la lecture de la sentence, il a semblé s'effondrer, sanglotant ouvertement dans la salle d'audience. Notre prochain kid ne pouvait pas faire la différence entre la vie réelle et la fiction. Ainsi, en essayant d'imiter ce qu'il voyait dans la WWE, il a tué une fille qu'il était censé garder. Nous sommes au tribunal du comté de Broward, où Lionel Tate est accusé du meurtre au premier degré de Tiffany Eunick. Lionel Tate n'avait que 12 ans lorsqu'il a commis un crime qui allait choquer la nation. Le 28 juillet 1999, Tate a brutalement battu à mort Tiffany Eunick, 6 ans, dans sa maison du comté de Broward, en Floride. Tate, qui était gardé par la mère d'Eunick, a prétendu qu'il imitait des mouvements de catch professionnels lorsque l'incident fatal s'est produit. Cependant, la gravité des blessures de Tiffany est tout autre. Le médecin légiste a indiqué qu'elle souffrait d'une fracture du crâne, d'une lacération du foie et de multiples autres blessures, ce qui indique un niveau de force incompatible avec le jeu. En 2001, à l'âge de 14 ans, Lionel Tate a été jugé comme un adulte pour meurtre au premier degré. Sa comparution devant le tribunal a attiré l'attention des médias.
non seulement en raison de la brutalité du crime, mais aussi de son jeune âge. Dans la salle d'audience, Lionel Tate est apparu petit et vulnérable, ce qui contraste fortement avec la gravité des faits qui lui sont reprochés. Il était assis tranquillement, regardant souvent vers le bas, tandis que les arguments juridiques et les témoignages se déroulaient autour de lui. Malgré l'argument de la défense, selon lequel Lionel Tate n'avait pas l'intention de tuer Eunice et qu'il s'agissait d'un accident tragique, le jury l'a reconnu coupable de meurtre au premier degré. Le 9 mars 2001, Lionel Tate a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, ce qui fait de lui la plus jeune personne de l'histoire moderne des États-Unis à recevoir une telle peine. La réaction de Tate à sa condamnation a été un mélange de choc et d'incrédulité. Lorsque le juge Joel Lazarus a prononcé la peine de prison à perpétuité, Tate a fondu en larmes, sanglotant de manière incontrôlable. Sa mère, qui était présente dans la salle d'audience, a également pleuré à chaudes larmes. La dure réalité de passer le reste de sa vie en prison a frappé Tate de plein fouet, et son effondrement émotionnel a mis en lumière l'intersection tragique entre l'innocence de l'enfance et les graves conséquences de ses actes. Cette condamnation a déclenché un débat national sur l'opportunité de juger et de condamner des enfants comme des adultes. De nombreuses voix se sont élevées pour dire que Tate, compte tenu de son âge et des circonstances du crime, aurait dû être traité dans le cadre du système de justice pour mineurs. En 2004, une cour d'appel a annulé sa condamnation au motif que son aptitude mentale n'avait pas été correctement évaluée avant le procès. En conséquence, Tate a été libéré dans le cadre d'un accord qui prévoyait 1 an d'assignation à résidence et 10 ans de mise à l'épreuve. Le cas de Tate reste un exemple parfait de la difficulté de la justice des mineurs. Alors que Lionel a tué l'enfant qu'il gardait, notre prochain enfant a tué la personne qui le gardait à l'école, son professeur. Lors d'une journée sombre et tendue au palais de justice du comté de Jefferson à Fairfield, dans l'Iowa, Willard Miller a été confronté à l'aboutissement de ses actes lorsqu'un juge lui a infligé une peine d'emprisonnement à perpétuité. L'audience de détermination de la peine, qui a duré plus de 7 heures, a constitué le dernier chapitre de l'affaire tragique de Noema Graber, une enseignante de 66 ans brutalement battue à mort alors qu'elle se promenait dans un parc l'après-midi. En avril, M. Miller et son co-accusé, Jeremy Goodale, avaient plaidé coupable pour le meurtre de 2021. Un silence pesant s'est installé dans la salle d'audience lorsque le juge Sean Showers s'est adressé à Miller. Dans le cadre d'un accord de plaidoyer, les procureurs ont recommandé une peine d'emprisonnement allant de 30 ans à la perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle. Miller, visiblement ému, s'est adressé à la cour avant sa condamnation. Le crime de Miller et de Goodale était particulièrement diabolique. Le 2 novembre 2021, motivé par la colère suscitée par la mauvaise note que Graber avait attribuée à Miller, les deux adolescents, alors âgés de 16 ans, ont planifié et exécuté le meurtre brutal dans le parc Chautauqua. L'audience a fourni des détails très précis sur le crime. L'agent de la division des enquêtes criminelles de l'Iowa, Trent Villetta, a décrit la découverte du corps de Graber caché sous une bâche, avec une brouette et une traverse de chemin de fer placée par-dessus pour le dissimuler. Seules une chaussure et une main étaient visibles, ce qui témoigne de l'effort calculé pour dissimuler le crime. L'accusation a présenté un récit effrayant des événements qui ont précédé et suivi le meurtre. Les messages échangés sur les réseaux sociaux entre Miller et Goodale ont révélé leurs discussions sur le crime, notamment sur les motifs, la planification et les tentatives de dissimulation. Les enregistrements des interrogatoires de la police diffusés lors de l'audience montrent que Miller a d'abord nié son implication, puis a fini par admettre avoir été présent et avoir aidé à cacher le corps de Graber. Toutefois, il n'a pas admis avoir commis le meurtre proprement dit. Le témoignage de Goodale, plus tôt dans la procédure, avait impliqué les deux garçons dans les coups mortels, bien que Miller ait affirmé qu'il n'avait pas attaqué physiquement Graber. Malgré cela, leur planification détaillée et leur responsabilité partagée dans le crime étaient évidentes. À la fin de l'audience de détermination de la peine, le poids des actes de M. Miller a semblé s'abattre sur lui. Ses excuses en larmes et sa détresse visible témoignèrent d'une prise de conscience brutale des conséquences de son crime. Miller a été condamné à la prison à vie à l'âge de 17 ans, avec possibilité de libération conditionnelle, peine qui serait réexaminée au bout de 30 ans en raison de l'âge qu'il avait au moment des faits. Notre prochain enfant a essayé de tromper tout le monde au tribunal, mais il a oublié que même les murs ont des oreilles. Nous sommes à la Cour suprême de l'État de New York, où Dylan Schumacher est accusé du meurtre au second degré du fils en bas âge de sa petite amie. L'incident s'est produit à Springville, dans l'État de New York, en 2013, alors que M. Schumacher était chargé de garder l'enfant. Selon les rapports, Schumacher a frappé l'enfant à plusieurs reprises, causant des blessures mortelles. Au cours de la condamnation, Schumacher a fait preuve d'une grande détresse émotionnelle. Il a notamment plaidé et présenté ses excuses à la famille de la victime en pleurant, exprimant son profond regret et sa tristesse pour ses actes. Malgré ses remords visibles,
Le juge a prononcé la peine d'emprisonnement à perpétuité, soulignant la gravité du crime et la nécessité de rendre justice à la jeune victime. Un aspect particulièrement controversé de l'affaire Schumacher est l'enregistrement d'une conversation au cours de laquelle il a dit à sa mère qu'il pensait pouvoir éviter une peine sévère s'il pleurait devant le juge. Cette déclaration, enregistrée lors d'un appel téléphonique en prison, a été diffusée au tribunal et a probablement influencé la perception du juge quant à la sincérité de Schumacher. Le juge a pu considérer sa démonstration émotionnelle comme une tactique de manipulation plutôt que comme l'expression d'un véritable remords, ce qui a eu un impact sur la sévérité de la peine. Il a été condamné à une peine allant de 25 ans à la perpétuité. En 2006, Brian Draper et Torrey Adams-Sik ont été arrêtés et inculpés de meurtre au premier degré et de complicité de meurtre au premier degré pour le meurtre de Cassie Jo Stoddart. Draper avait 16 ans au moment du meurtre. Malgré leur jeune âge, ils ont été jugés comme des adultes et condamnés lors de procès distincts en 2007. Brian comparaît devant le tribunal du comté de Bannock, dans l'Idaho, pour connaître sa sentence. Brian Lee Draper et son ami Torrey Michael Adams-Sik ont été condamnés pour le meurtre brutal de leur camarade de classe, Cassie Jo Stoddart, en 2006. Draper, alors âgé de 16 ans, et Adams-Sik, 17 ans, ont méticuleusement planifié et exécuté le meurtre, qui a choqué leur communauté de Pocatello, dans l'Idaho. Brian a dit les mots suivants à propos de son meurtrier. « Si je n'avais pas rencontré Torrey, cela ne serait jamais arrivé. » Lorsque Draper a été condamné à la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, sa réaction a été un mélange de choc, d'incrédulité et peut-être de résignation. Les rapports suggèrent que Draper est resté relativement calme pendant l'audience de détermination de la peine, mais son comportement cachait probablement un tumulte d'émotions qui faisait rage en lui. L'implication de Draper dans le meurtre méticuleusement planifié de Cassie Jo Stoddart a révélé un aspect inquiétant de son caractère et de son état d'esprit à l'époque. La planification méticuleuse, le manque d'empathie et l'exécution froide de leur plan dressent le portrait d'un individu troublé et dangereux. La condamnation à la réclusion à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle, aurait sans aucun doute été un moment difficile pour Draper, car elle signifiait la perte irrévocable de sa liberté pour le reste de sa vie. Contrairement à une peine à durée déterminée, une condamnation à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle n'offre aucun espoir de libération, laissant Draper confronté à la dure réalité de passer le reste de ses jours derrière les barreaux. La réaction de Draper à sa condamnation a été un mélange de remords pour ses actes, de regrets pour les conséquences irréversibles, et peut-être d'un sentiment de résignation face à la réalité de son destin. La gravité de son crime et la sévérité de la peine l'auraient obligé à faire face à l'énormité de ce qu'il avait fait et à la vie qu'il avait perdue à cause de ses actes. L'enfant suivant était tellement passionné par le meurtre qu'il était étonnant qu'il n'ait pas tué plus tôt. Nous sommes au Cole County Circuit Court, dans le Missouri, où Alyssa Bustamante a plaidé coupable de meurtre, au second degré et d'action criminelle armée le 10 janvier 2012. En janvier, Alyssa Bustamante, 18 ans, a reconnu avoir commis un meurtre au second degré et une action criminelle armée dans le cadre du meurtre d'Elizabeth Holten en octobre 2009 à St. Martins, une ville rurale proche de Jefferson City. Initialement accusée de meurtre au premier degré, Bustamante a opté pour des charges moins lourdes afin d'éviter un procès et la perspective d'une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. À 15 ans, Bustamante a avoué avoir étranglé Elizabeth, l'avoir poignardée à plusieurs reprises et lui avoir tranché la gorge. Elle a guidé les autorités jusqu'à la tombe improvisée d'Elizabeth, cachée sous des feuilles dans les bois avoisinants. Avant le prononcé de la sentence, M. Bustamante s'est adressé à la famille d'Elizabeth, exprimant de profonds remords et le souhait de réparer cette tragédie. Au tribunal, Mme Bustamante a présenté ses excuses à la famille Holton en déclarant « Si je pouvais donner ma vie pour qu'elle revienne, je le ferais. Si je pouvais donner ma vie pour la ramener, je le ferais. Je suis désolé. » Les avocats de Mme Bustamante ont déclaré que sa dépression, ses tentatives de suicide et la prise de Prozac l'avaient rendue plus susceptible d'agir violemment. Les procureurs l'ont toutefois décrite comme une chercheuse de sensations fortes sans remords, soulignant des actes prémédités tels que le creusement de tombes à l'avance et la manipulation de sa jeune sœur pour attirer Elizabeth à l'extérieur lors de la nuit fatidique. Le sergent David Rice, de la patrouille routière de l'État du Missouri, a raconté au tribunal que l'adolescent avait manifesté une curiosité glaciale à l'égard de la sensation que procure le fait d'ôter la vie à quelqu'un. Le procès s'est achevé après plusieurs jours de témoignages dans une modeste salle d'audience de la capitale du Missouri. Les tensions ont atteint leur paroxysme lorsque le procureur Mark Richardson a plaidé avec passion en faveur d'une condamnation à perpétuité pour Bustamante, décrivant le motif du crime comme insensé.
Pendant le plaidoyer de M. Richardson, les grands-parents de M. Bustamante ont brusquement quitté la salle d'audience, ce qui a provoqué une rare manifestation d'émotion de la part de l'accusé, qui était resté stoïque tout au long de la procédure. L'audience de détermination de la peine a été chargée d'émotion, avec des références répétées aux entrées du journal de Bustamante, décrivant le meurtre comme « amazing » et « pretty enjoyable ». Le témoignage de son frère a cependant été la preuve irréfutable. Pour tenter d'atténuer la sévérité de la peine, la défense de Mme Bustamante a mis l'accent sur son éducation difficile, citant des antécédents de dysfonctionnement familial, des problèmes de santé mentale et une tentative de suicide antérieure. Des experts en santé mentale ont témoigné des troubles psychologiques de Bustamante, notamment de la dépression majeure, du trouble de la personnalité borderline et des premiers signes de troubles bipolaires. La défense a également suggéré un lien entre la prise de Prozac par Bustamante et l'escalade de son comportement violent, ce qui a été réfuté par les experts de l'accusation. Les détails du crime sont apparus au cours de l'audience, révélant des actes prémédités tels que le creusement de tombes à l'avance et la manipulation de sa jeune sœur pour attirer la victime à l'extérieur. Le journal intime de Bustamante, décrivant graphiquement le meurtre et les émotions qu'elle a ressenties par la suite, a été présenté comme preuve, soulignant encore la brutalité du crime. La mère d'Elizabeth, Patty Price, a déclaré qu'elle détestait Bustamante pour avoir tué sa fille. Des représentants des forces de l'ordre ont témoigné des tentatives de Bustamante d'induire en erreur les enquêteurs et la communauté après le meurtre, ajoutant des couches de tromperie à une affaire déjà troublante. L'audience de détermination de la peine a permis de mieux comprendre les troubles psychologiques de Mme Bustamante et la nature odieuse de son crime, laissant dans son sillage une communauté en proie au choc et à la tristesse. Elle a finalement été condamnée à la perpétuité. Voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo. Pour d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci, cliquez sur les cartes sur votre écran.